Salut! Un homme trouve dans une église des lunettes qui révèlent le vrai visage des extraterrestres qui contrôlent secrètement les terriens. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film sorti en 1988, They Live. Un vagabond sans emploi du Colorado, appelé George Nada, traverse l'Amérique à la recherche d'une place au soleil. C'est ainsi qu'il se trouve à Los Angeles, avec ses grands gratte-ciel et ses grandes opportunités. L'homme se rend dans une agence de travail afin de trouver un emploi officiel. De nombreuses personnes qui cherchent également du travail s'y sont rassemblées. George a un entretien et raconte son destin difficile à une employée de l'agence. Dans sa ville natale, de nombreux commerces sont fermés en même temps. Et les gens se sont trouvés sans travail. La femme écoute George sans grand intérêt et lui dit qu'il n'a pas assez d'expérience pour être employé. L'homme fait un sourire déçu et quitte le centre d'emploi. Alors qu'il continue à errer sans but dans les rues de la ville, George tombe par hasard sur un pasteur et s'arrête pour l'écouter parler. Le pasteur explique avec émotion à un petit groupe de spectateurs que des démons ont capturé les esprits des dirigeants de la Terre et contrôlent les gens ordinaires par leur intermédiaire. L'homme exhorte les auditeurs à se réveiller et à échapper au contrôle des élites au pouvoir. Remarquant la voiture de police, Nada décide de continuer à marcher. En chemin, il voit un homme étrange qui, comme hypnotisé, regarde une publicité sans intérêt sur la télévision derrière la vitre du magasin. Mais Nada ne lui prête pas trop d'attention et continue à errer. Finalement, George trouve un centre temporaire pour les sans-abri et prévoit d'y passer la nuit. Dans la maison voisine, une femme est hypnotisée par une émission de télévision sur une star narcissique qui croit qu'elle ne vieillira jamais. George est fatigué, alors il s'adosse à sa chaise et soupire lourdement, plongé dans ses pensées. Le lendemain, George se rend sur un chantier de construction et tente d'y trouver un emploi d'ouvrier. Au début, le contremaître refuse de prendre Nada, car il n'autorise que les travailleurs qui font partie du syndicat. Cependant, George a l'air convaincant, alors le contremaître négocie le salaire et l'engage. Comme tout le monde, l'homme commence à travailler à la sueur de 100 francs. Bien que la question de son emploi ait été résolue, il ne pourra recevoir l'argent que dans quelques jours, et n'a donc à nouveau aucun endroit où passer la nuit. L'un des travailleurs, nommé Frank, remarque le nouvel ouvrier sur le côté et lui propose de lui montrer un endroit où il pourra manger et prendre une douche chaude. Au début, Nada se méfie de sa nouvelle connaissance, mais décide rapidement de le suivre. En cours de route, les hommes parviennent à trouver des sujets de conversation et de rapprochement. Frank emmène le vagabond dans un camp et le présente aux sympathiques habitants de la ville, venus du monde entier pour chercher fortune à Los Angeles. Il est de coutume ici de s'entraider, même les enfants se sentent à l'aise dans ce camp. L'un des hommes, Gilbert, confie immédiatement à George la tâche de rendre le camp plus accueillant. Il est temps de déjeuner et George reçoit une grande portion de nourriture copieuse. Pendant le repas, Frank raconte sa vie à George. Tout comme George, il a déménagé dans une autre ville pour trouver du travail afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Resté à Détroit. Frank est en colère contre l'élite locale qui s'est rempli les poches d'argent et a fermé presque toutes les usines de sa ville natale, mettant des centaines de personnes au chômage. L'homme a déjà perdu toute sa patience et il est prêt à prendre des mesures drastiques si au moins une autre usine ferme. Frank pense que les classes inférieures doivent se battre pour survivre. Aussi prévient-il amicalement George qu'il est prêt à se mettre en compétition avec lui pour une place au soleil. George est plus optimiste. Il est décidé à travailler dur et à construire sa vie à partir de rien. Le soir, Nada se promène dans le camp et remarque que les habitants regardent avec enthousiasme une publicité télévisée sur les faux angles. À un moment donné, le signal est interrompu et une émission avec un homme anxieux apparaît sur l'écran. Il parle de la façon dont ils vivent tous dans un monde créé artificiellement. Selon lui, un groupe de scientifiques a réussi à découvrir que des créatures inconnues envoient un signal spécial sur Terre qui met les gens en transe et les prive de tout esprit critique. Il y a de plus en plus de pauvres et l'injustice raciale est en hausse. Les aliens ont lavé le cerveau des gens pour qu'ils soient indifférents à tout, sauf à leur propre intérêt. Cependant, les habitants ne tiennent pas compte du message alarmant de l'énergumène à la télévision. Ils se plaignent seulement de leurs maux de tête et changent de chaîne. George remarque qu'un prêtre aveugle se tient près du groupe et répète chaque mot de l'émission. Gilbert court immédiatement vers le prêtre. Il n'entend pas leur échange, mais comprend que les hommes se disputent. En vitesse, Gilbert conduit le vieil homme vers l'église, située dans le camp. George suit les hommes des yeux et les soupçonne d'avoir une sorte de secret. Le lendemain matin, Nada rencontre Gilbert à l'entrée du camp et décide de lui poser des questions sur son voyage nocturne à l'église.
L'homme dit que l'église fournit une cuisine commune aux sans-abri et qu'il a dû y passer la nuit pour tout remettre en ordre. En plus de cela, Gilbert l'informe qu'il chante dans la chorale de l'église et que la répétition est sur le point de commencer. La même émission avec l'homme mystérieux apparaît à nouveau à la télévision et il demande avec insistance d'arrêter immédiatement la transmission du signal qui hypnotise les gens. L'émission provoque à nouveau de violents maux de tête et les habitants poussent un soupir de soulagement lorsque la télévision repasse sur le match de baseball. Anxieux, Gilbert se précipite à nouveau vers l'église et cette fois, George décide de le suivre. Il peut en effet entendre la chorale chanter dans l'église, il suppose donc qu'il n'éveillera pas les soupçons en entrant. Dans l'église, il découvre un mini-laboratoire de chimie et une mystérieuse inscription sur le mur. Ils vivent, nous dormons. L'homme remarque un magnétophone qui diffuse bruyamment le chant de la chorale. Il ne sert que de couverture pour étouffer les bruits de la réunion secrète qui se déroule derrière le mur. Dans la pièce voisine, Gilbert, l'homme de la télévision, et d'autres membres du groupe secret tentent de pirater à nouveau la chaîne pour diffuser leur enregistrement plus longtemps et toucher davantage de téléspectateurs. Les membres du groupe souhaitent recruter le plus grand nombre de personnes possible afin de communiquer leur idée à la société de manière plus efficace et efficiente. En entendant leur conversation, George s'éloigne et tombe accidentellement sur une chambre forte secrète contenant une multitude de boîtes. Il décide de laisser ce mystère pour plus tard, ferme le coffre et s'apprête à partir quand il tombe sur le prêtre aveugle. Le prêtre lui palpe le visage et les mains, puis relâche George. Il se rend compte que George est l'ouvrier et commence immédiatement, sans aucune hésitation, à parler de la révolution. George est perturbé par tout cela et il s'enfuit de l'église. Le pasteur crie après le gars qu'il finira par revenir. Un hélicoptère de la police apparaît et commence à tourner au-dessus de l'église, ce qui rend les participants de la réunion nerveux. L'hélicoptère s'envole bientôt et George emprunte les jumelles d'un adolescent du quartier et surveille en permanence ce qui se passe dans le bâtiment. Gilbert et ses hommes de main transportent des boîtes hors du bâtiment et les mettent dans la voiture. Il est soudainement interrompu par Frank. Nada raconte immédiatement à son ami ce qu'il vient de voir dans l'église. Mais Frank ne veut pas avoir d'ennui et lui conseille de ne pas se mêler de ce qui se passe. Pendant ce temps, la voiture remplie de cartons s'éloigne de l'église. George observe l'église avec ses jumelles toute la journée, mais rien d'autre ne se passe. Le soir, le camp et l'église sont encerclés par la police. Les gens ne savent pas exactement de quoi ils sont coupables, alors ils observent silencieusement ce qui se passe. Soudain, la police, avec les 2 bulldozers, commence à démolir les nombreuses tentes et caravanes des résidents qui se dispersent dans la panique. Horrifié, George assiste au chaos qui se déroule alors que la police détruit impitoyablement la vie des gens bien. Les forces de l'ordre attrapent et coincent le prêtre et le pasteur de la télévision. Ils tentent désespérément de résister, mais la police les frappe jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer. Le même sort attend tous ceux qui ne s'échappent pas du camp. George ne peut rien faire pour aider ceux qui ont déjà été pris par la police. Mais il sauve un adolescent qui s'est blotti dans un coin par peur, ayant échappé de justesse à la police. George et l'adolescent effrayé montent au dernier étage de l'église, délabré. Après avoir erré dans les couloirs, ils trouvent une pièce où se cachent les derniers survivants. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont été attaqués et passent toute la nuit dans un abri. Au matin, ils sortent de leur cachette pour inspecter ce qui reste du camp après le cauchemar de la nuit dernière. Le camp semble avoir été traversé par un ouragan, mais ils trouvent une télévision au milieu du camp, qui, étonnamment, fonctionne encore et diffuse des publicités amusantes. Pendant ce temps, George décide d'enquêter sur le caveau secret de l'église. L'inscription provocante sur le mur à côté de lui a été recouverte pendant le raid d'hier. George trouve une boîte restante dans le garde-manger, la même que celle que Gilbert a emportée hier dans la voiture. Immédiatement, une voiture de patrouille passe devant l'église et George est obligé de se cacher des forces de l'ordre. Après avoir trouvé un espace sûr, l'homme ouvre la boîte et est déçu de trouver des dizaines de lunettes de soleil à l'intérieur. Il cache la boîte dans une poubelle et emporte une paire de lunettes. Alors qu'il se promène dans la ville, George décide de mettre ses lunettes. Et tout ce qui l'entoure devient soudainement noir et blanc. Le monde entier, auparavant si familier, prend un aspect complètement différent. À travers les lunettes, chaque panneau d'affichage, chaque panneau ou chaque titre se lit comme suit. Obéissez, mariez-vous, reproduisez, consommez, achetez, ne pensez pas, regardez la télévision, etc. Au lieu des images brillantes des magazines, il voit un ensemble de phrases manipulatrices et d'appels à la soumission. Même les personnes qui semblaient auparavant ordinaires montrent désormais leur vrai visage monstrueux à travers les lunettes. Il les enlève et les remet plusieurs fois pour s'assurer que l'homme qui se tient devant lui ressemble vraiment à une créature extraterrestre.
L'homme étrange observe George avec méfiance, mais heureusement il ne dit ni ne fait rien. Une fois de plus, George met les lunettes et voit l'inscription «Ceci est votre Dieu» sur les billets de banque. Il découvre également que les émetteurs installés à chaque feu de signalisation de la ville diffusent une voix hypnotisante. Elle répète encore et encore «Dors». Nada se rend vite compte que les gens ne sont pas tous pareils. Étonné, il observe des humains ordinaires communiquer calmement avec ceux qui ressemblent à des monstres extraterrestres. Et il devient immédiatement clair que les monstres sont les plus prospères de la société. En entrant dans le supermarché, George prête attention au discours d'un politicien à la télévision. Et un alien se cache également derrière son visage. Il se met à rire de façon hystérique à cette révélation. Il ne peut s'empêcher d'insulter la dame qui le pousse, qui ressemble aussi à un monstre à travers les lunettes. Il tente d'expliquer aux gens ordinaires qui l'entourent que c'est un monstre qui se tient devant eux. Mais ce faisant, il ne fait que griller sa couverture. La dame informe les autres extraterrestres de l'existence d'une personne qui peut voir leur véritable apparence grâce au talkie-walkie de sa montre bracelet, et décrit son apparence. Ayant reçu le message, les autres aliens se dirigent vers lui. George court dans la rue, horrifié. Ici, de nombreux extraterrestres le regardent attentivement, mais l'homme ne les remarque pas et insulte la femme extraterrestre. Il est alors immédiatement attrapé par la fausse police. Ils interrogent George et lui demandent où il a eu les lunettes, mais il ne raconte rien. Ensuite, les gardes le menacent et tentent de le convaincre de se joindre à eux. Cependant, George ne cède pas si facilement. Il les abat, puis s'empare de leurs armes. Des voitures de police se mettent à arriver sur les lieux. Armé, George décide de se cacher dans la banque. Là, il découvre que la moitié des visiteurs sont aussi des extraterrestres. Poussé par l'adrénaline, il ouvre le feu sur les aliens qui se cachent sous l'apparence de personnes. L'un des extraterrestres appelle une autre équipe de police et disparaît comme par magie avant que George ne puisse l'abattre. Pour tenter d'échapper à ses poursuivants extraterrestres, il sort en courant de la banque et remarque qu'un drone le suit. George la renverse et se rend ensuite dans un parking fermé où il rencontre une jolie femme nommée Holly. Il s'assure qu'elle est humaine, prend la jeune femme en otage et lui ordonne de l'emmener chez elle. C'est le seul moyen pour lui d'échapper à ses poursuivants qui se précipitent vers la banque. Chez Holly, George s'écroule sur le sol, épuisé, et tente d'expliquer la raison de ses actes. Il s'excuse auprès de la jeune femme pour le désagrément causé. Il lui dit que leur monde est en danger et que le pouvoir a été saisi par des créatures maléfiques qui contrôlent tout le monde autour d'elle. George invite Holly à mettre les lunettes de soleil et à voir par elle-même. Mais la jeune femme refuse et ne le croit pas. Lorsque l'homme ferme les yeux d'épuisement, Holly essaie de s'échapper discrètement, mais il observe chacun de ses mouvements. Après un moment, George se calme et demande à son otage ce qu'elle fait. Holly révèle qu'elle travaille comme assistante réalisatrice à la télévision. George se souvient que les extraterrestres envoient leur signal à travers la télévision et veulent la casser. Alors qu'il commence à baisser sa garde, la jeune femme lui casse la bouteille sur la tête et le pousse par la fenêtre. Après être tombé du deuxième étage, George survit miraculeusement, mais perd ses lunettes de soleil. Pendant ce temps, Holly informe la police de ce qui s'est passé et appelle une brigade de police à son adresse. Nada est obligé de se cacher à nouveau des gardes et trouve un endroit sûr sous le pont. À la tombée de la nuit, il atteint un autre quartier et passe la nuit dans la rue. Le lendemain, il vient sur le chantier pour demander l'aide de Frank afin de lutter contre les créatures extraterrestres. Son ami semble terrifié car George a tué beaucoup de gens dans sa fusillade. George essaie de dire à Frank qu'il ne s'agissait pas de personnes mais d'extraterrestres déguisés. Mais il ne veut rien entendre de ce que dit George et lui dit de s'en aller. Ensuite, George arrive à l'endroit où il a caché la boîte pleine de lunettes de soleil. Mais toutes les poubelles sont vides. Il voit un camion à ordures garé à proximité. Il grimpe à l'intérieur du camion et, en fouillant dans les ordures, trouve quelques paires de lunettes survivantes. Frank devient un témoin accidentel des aventures de George. Frank lui donne son salaire, puis lui dit qu'il ne peut plus rien faire pour lui. George demande avec insistance à son ami de mettre les lunettes pour qu'il puisse lui aussi voir le monde réel. Mais Frank refuse et croit que son ami est devenu fou. Agacé, George décide de frapper son ami et un combat acharné s'engage entre eux. Finalement, Nada jette son ami à terre et lui met les lunettes de force. Stupéfait, Frank finit par croire George, horrifié par la réalité. Les amis louent une chambre dans un motel voisin où ils discutent de la marche à suivre. Frank suppose que d'autres personnes voient les extraterrestres et qu'ils doivent les chercher. George lui raconte une histoire de son enfance. Vivant dans une famille pauvre, il était constamment maltraité par son père. Les graves inégalités de classe ont provoqué la haine des gens ordinaires, ce qui a alimenté les aliens pendant toutes ces années. Maintenant, George a l'intention de se venger d'eux pour sa vie brisée.
Au matin, les amis retrouvent Gilbert au motel, qui porte également des lunettes de soleil. Il les invite à une réunion secrète de personnes partageant les mêmes idées, qui a lieu ce soir-là. Les amis arrivent à l'adresse et rencontrent d'autres voyants d'âges différents. Ils remplacent les lunettes de soleil par des verres modernes, plus sûrs pour les yeux et offrant une image plus claire. Gilbert leur raconte en détail qui sont ces créatures qui ont envahi la Terre. Il s'avère que les envahisseurs extraterrestres recrutent des humains ordinaires à leur propre fin, leur promettant richesse et pouvoir en échange de leurs loyaux services. Pour eux, la Terre n'est qu'une entreprise et une source temporaire de ressources pour la création du tiers-monde. Toutes les catastrophes mondiales et le changement climatique sont aussi leur œuvre. Lorsque les extraterrestres auront complètement épuisé la Terre, ils passeront à l'asservissement de nouvelles planètes. L'un des membres de l'unité de résistance montre à Frank la montre alien, qu'il décide de prendre. Ils ne sont pas parvenus à déchiffrer le code secret de l'appareil extraterrestre, qui permet de se déplacer librement dans l'espace et de se parler. Gilbert rassemble tout le monde et dit qu'ils n'ont toujours pas assez d'hommes pour une attaque massive. Mais le groupe est intransigeant et assure que les mesures doivent être prises immédiatement. Gilbert calme tout le monde et suggère de trouver d'abord la source du signal et de le pirater pour sortir les gens de leur transe. Holly apparaît dans la pièce et donne un indice sur l'endroit d'où le signal pourrait venir. Elle tripote nerveusement les lunettes de soleil de George et s'excuse auprès de lui pour ce qu'elle a fait. Leur conversation est interrompue par l'apparition soudaine de la police qui ouvre le feu sur le groupe. La plupart des membres de la résistance sont abattus en tentant de s'échapper, mais George, Frank et Holly parviennent à sortir indemnes du bâtiment. Armés jusqu'aux dents, les amis tirent sur les extraterrestres et se cachent dans une ruelle. George veut se rendre à l'épicentre même du massacre pour retrouver Holly, mais Frank l'empêche de mettre son idée dangereuse à exécution. Il tente de comprendre le fonctionnement de la montre, afin de pouvoir intercepter les communications des extraterrestres. Mais au lieu de cela, il ouvre inopinément un portail d'un autre monde. Les flics se rapprochent de plus en plus de la cachette des amis, qui n'ont d'autre choix que de sauter dans le portail. Ils se retrouvent dans une base extraterrestre souterraine, où ils trouvent des écrits dans une langue inconnue. Les amis avancent prudemment le long d'un couloir et tombent sur un poste de contrôle alien. Les créatures sous l'apparence de militaires annoncent à la radio que l'opération visant à éliminer le groupe terroriste a été menée à bien. Satisfaits, les extraterrestres partent célébrer la victoire. Et Frank et George se dirigent vers les sons provenant du bout du couloir. Ils se retrouvent à un banquet de gala où un homme en costume coûteux prononce un discours élogieux pour l'alliance extraterrestre. Il informe gaiement les invités recrutés que les extraterrestres vont bientôt s'emparer complètement de la Terre, ce qui apportera d'énormes avantages à l'élite de l'humanité. Il partage ensuite les statistiques de leur succès avec le public, ce qui suscite la joie et les applaudissements de tous. Les amis sont approchés par l'un des anciens résidents du camp, qui a également pris le parti des envahisseurs. Il pense que George et Frank ont également été recrutés par les extraterrestres et s'étonne qu'ils soient toujours habillés en pauvres gens. L'homme décide de faire visiter la base aux recrues et les conduit à un aéroport extraterrestre. Là, les extraterrestres sous forme humaine partent en voyage vers d'autres planètes de l'univers. Ils atteignent ensuite les coulisses du studio de télévision où se trouve le centre de contrôle de toute l'opération. Grâce au satellite, le signal est transmis dans le monde entier, asservissant la conscience des humains ordinaires. Par la flatterie, George réussit à convaincre le guide de les emmener dans le studio de télévision lui-même. L'homme accepte, mais les gardes refusent de les laisser passer sans un laissez-passer spécial. Les gars décident alors d'utiliser la force et de tirer sur les aliens. Leur ancienne connaissance tente de les arrêter et de les convaincre de se soumettre à la nouvelle autorité. Les extraterrestres ont asservi la planète entière et contrôlent chaque action des humains. Ils les invitent à rejoindre les vainqueurs et à profiter des avantages que les étrangers leur accordent pour leur service fidèle. Malgré ces arguments, les amis n'ont pas l'intention de devenir des traîtres. Un des soldats s'introduit dans la pièce, et le traître profite de ce moment pour se déplacer dans l'espace. Les amis prennent leurs armes et s'introduisent dans le studio pour pénétrer dans le bureau principal. Au travail, des humains recrutés. George interroge les employés, essayant de retrouver Holly avec le raid. Mais personne ne sait où elle se trouve. Cependant, il apprend que le signal qui hypnotise les gens se trouve sur le toit. Les amis se rendent immédiatement au sommet de l'immeuble et retrouvent Holly, qui a réussi à survivre. Tirant sur les extraterrestres, le trio monte finalement au dernier étage. Mais Holly se révèle être une traître et tire sans pitié une balle dans la tête de Frank avant de monter sur le toit. George trouve l'antenne satellite qui diffuse le signal extraterrestre et se prépare à tirer dessus. Mais la fille s'approche discrètement de lui par derrière et lui demande de se rendre, en pointant une arme sur lui. Il refuse et réussit à tirer sur Holly.
Il détruit ensuite l'antenne parabolique. Les hélicoptères ouvrent immédiatement le feu sur George, mais alors qu'il est en train de nous quitter, il montre aux extraterrestres par dérision son majeur. George parvient à briser le signal et l'humanité apprend enfin la vérité choquante sur la réalité. Tous peuvent désormais constater que des créatures extraterrestres se cachent parmi les humains ordinaires, diffusent des émissions de télévision, fréquentent les mêmes établissements qu'eux, jouent dans des films et nouent même des relations. Grâce à un simple vagabond du Colorado, le monde a pu se réveiller d'un lent sommeil. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.